voilà, je fais une présentation sur la trajectoire dans le long terme de la Chine depuis 1978. Donc, si j'arrive à passer les pages, voilà. Voilà. Donc, la première chose, c'est l'évolution des prix depuis 1978. Donc, ça, c'est simplement l'index des prix et le taux d'inflation qui, comme vous pouvez le constater, depuis 1996 au moins, est assez stable, bien qu'à un niveau élevé. Hein, ça se situe souvent autour de 8%. Alors qu'on voit que dans la période précédente, bon, on avait une inflation qui était plus forte parce qu'il y a eu une politique expansive à ce moment-là, qui correspondait à l'arrivée au pouvoir de Deng Xiaoping, la politique de réforme et d'ouverture, et beaucoup d'investissements. Voilà. Donc, depuis 1996, on a un taux d'inflation qui est systématiquement compris entre 0 et 8% par an. Et on va dire qu'auparavant, c'était plus entre 10 et 80%. Alors, ça, c'est le taux de croissance annuel de la masse monétaire en Chine depuis 1978. Là, ici, la source, c'est la Banque mondiale. Et si on reprend la même séparation à partir de 1995, on voit que effectivement, il y avait une politique monétaire plus expansive avant 1995, qui s'est un peu refroidie par la suite, mais qui est restée quand même très active, hein, puisqu'on a un taux de croissance annuelle de la masse monétaire qui est souvent supérieur à 10%. Ici, c'est l'évolution du bilan de la Banque populaire de Chine depuis 2007. Hein. Donc ça, c'est un document que j'avais présenté lors du dernier séminaire franco-russe. On voit qu'il y a cette fois-ci un basculement progressif autour de 2014, puisqu'on a en fait une diminution des réserves de change dues aux exportations dans la balance de la Banque populaire de Chine, et qui est compensée en partie par une politique de financement de l'économie réelle. C'est la ligne Claims on Banks. Donc, pour revenir à ce que je disais, en fait, on a une diminution quand même de l'activité de la politique monétaire au niveau global depuis 2015, un petit ralentissement, et qui est, à mon avis, qui s'explique en partie par ce basculement entre une économie financée principalement par les exportations et une économie qui se finance par elle-même. Voilà. On voit que la politique de la Banque centrale de Chine a été très prudente et progressive pour développer ce programme de financement de l'économie réelle. Donc, ce programme de financement à l'économie réelle, on peut peut-être penser qu'il s'accroisse par la suite, mais pour l'instant, il débouche quand même, du fait de la diminution des réserves de change dues aux exportations, il débouche sur un resserrement, on va dire, de la politique monétaire depuis 2015. Ce que je voudrais démontrer, enfin, dans cette présentation, c'est que, donc, bon, malgré cette politique monétaire active de la Chine, cette politique monétaire expansive, on a eu des prix qui ont été maîtrisés, donc, comme on l'a vu au début, jusqu'à aujourd'hui en Chine. Et cela, à mon avis, s'explique principalement par les gains de productivité réels que la Chine a connus sur toutes ces années. C'est une idée qui a été développée par un économiste français que j'ai beaucoup étudié dans ma thèse, qui est Jean Fourastier, et qui donc observe dans toute une série de travaux que les gains de productivité réels, donc en termes d'unité de production et non seulement en termes monétaires, eh bien, ces gains de productivité réelle ont un effet désinflationniste, donc permettent au prix en fait de baisser ou à l'inflation de rester sous contrôle. Donc, ce qu'on peut montrer, à mon avis, à partir des nombreuses statistiques de production réelle qui existent en Chine, c'est que les gains de productivité réels ont permis une politique active combinée à une inflation maîtrisée. Voilà. Donc, plusieurs documents pour l'illustrer, cet accroissement de la productivité réelle.
Ici, par exemple, on a la production d'énergie, tout type d'énergie compris, hein, mais qui est exprimée en équivalent charbon. Ça, c'est une statistique qui est produite donc, par l'Institut statistique national chinois en 2019. Et on voit ici que cet indice de la production d'énergie a considérablement augmenté depuis 1980. Et notamment aux alentours de 2007-2008, où on voit qu'il y a un pic de cette production d'énergie et qui ensuite continue d'augmenter à un rythme moins élevé, mais qui continue d'augmenter jusqu'à 2018. Donc ça représente, pour prendre cet exemple de la production d'énergie, qui est très important, évidemment, pour tout le fonctionnement d'un système productif, il y a eu une augmentation de cette production de 7,44% par an en moyenne depuis 1978. La consommation d'énergie, qui correspond peu prou à cette production, elle a évolué sur la même période, un peu de la même manière, et ce qui fait que la balance énergétique de la Chine, elle est toujours faiblement déficitaire en termes réels, mais de façon stable dans le temps. Ce qui est intéressant, c'est de voir les secteurs qui consomment le plus d'énergie en Chine. Donc, on a en premier lieu la fusion et le pressage de métaux ferreux, du fer. Ensuite, on a la production de produits chimiques. Ensuite, les transports. Ensuite, la fabrication de produits minéraux non métalliques. Et puis ensuite, les usines de production d'énergie elles-mêmes et le traitement du pétrole et de l'énergie nucléaire. Voilà. Alors, une autre statistique de production réelle qui est fournie par la Chine, c'est la surface annuelle des bâtiments construits, donc exprimée en dizaines de milliers de mètres carrés. Et de la même façon, on voit qu'il y a une augmentation considérable qui s'est toujours maintenue depuis 1990. Donc ça représente donc une multiplication par 40 depuis 1985, et avec un taux de croissance annuelle compris entre 10 et 20%. Voilà. Et depuis 2015, on constate un ralentissement autour de 5%, mais ça continue d'augmenter. Concernant le réseau ferré, maintenant, c'est aussi quelque chose de très intéressant. On voit que le réseau ferré s'est beaucoup développé en Chine, et notamment à partir de 2007-2008, avec un fort taux de croissance moyen annuel, là aussi. Et là, c'est en dizaines de milliers de kilomètres carrés. Une petite comparaison internationale qui vient d'un autre site statistique, c'est les lignes à grande vitesse. Donc pas seulement le réseau ferré, mais le réseau ferré à grande vitesse. Le nombre de kilomètres de lignes ferroviaires à grande vitesse, par pays en 2020. Vous voyez que la Chine dépasse amplement l'ensemble des autres pays. On retrouve ensuite l'Espagne, le Japon, la France, l'Allemagne, les États-Unis encore en dessous. Et voilà, c'est pour dire les gains en termes réels, les gains de productivité considérables qui ont été faits dans ce secteur comme dans d'autres. Bien entendu, un réseau ferré rapide induit après d'autres gains de productivité dans d'autres secteurs économiques. Donc, le réseau ferré, tout compris, il a été multiplié par 2,5 depuis 1978, 3% en plus par an. Et le réseau ferré à grande vitesse a également connu un grand développement avec des projets symboliques très importants, comme la construction d'une ligne TGV reliant le Tibet au reste de la Chine. Le Tibet étant situé à 5000 mètres d'altitude, c'est évidemment une prouesse technologique majeure. Alors, ici, on a aussi le réseau autoroutier en dizaines de milliers de kilomètres carrés. Donc, on voit que depuis 1980, de la même façon, il a augmenté très fortement avec un pas très important qui a été franchi au milieu des années 2000.
Alors, c'est intéressant parce que cette augmentation très importante autour des années 2000, milieu des années 2000, correspond en fait au moment où l'industrie automobile chinoise va commencer à émerger et à se développer, là encore, de façon très importante. Donc, on voit que quand on s'intéresse effectivement à ces statistiques de production réelle, on peut facilement penser aux synergies qui existent entre les différents secteurs. Donc, le réseau autoroutier a été multiplié 5 fois et demi depuis 1978, 6% par an. Et ici, voilà, on a une petite comparaison internationale. C'est l'Organisation internationale des véhicules motorisés, enfin des entreprises de véhicules automobiles qui a produit ça. Donc, c'est une comparaison des plus grands producteurs d'automobiles dans le monde entre 1950 et 2020. Et ce qu'on constate, c'est que la Chine donc, a commencé à avoir une production significative de voitures au début des années 2000, et à partir de cette date, elle a augmenté de façon considérable, et aujourd'hui, elle est le premier producteur mondial de voitures, et elle dépasse en fait, en termes de production, l'ensemble des quatre pays des trois pays pardon, qui sont ici, c'est-à-dire l'Allemagne, les États-Unis et le Japon. La production chinoise est plus importante que les trois autres réunis. Donc là encore, ça démontre des gains de productivité dans ce secteur extrêmement importants, en termes réels, encore une fois. C'est ça qui est intéressant. Oui, on peut observer aussi que la production chinoise semble être la seule à repartir à la hausse depuis la crise Covid. Si on regarde la toute fin du graphique, c'est la seule qui repart par rapport aux autres pays. Voilà. On peut observer ici également, alors attendez, voilà, le nombre de personnes médicaux, de personnels médicaux par milliers d'habitants, je crois, enfin j'ai pas le chiffre malheureusement, c'est bouché, mais voilà, c'est une statistique sur le nombre de personnels médicaux par habitant. Et on peut constater aussi que depuis 1995, eh bien, il augmente en Chine de façon très importante, que ce soit dans les villes ou dans les zones rurales. Donc là, euh, on monte plus vite dans les villes que dans les zones rurales, mais il augmente quand même dans les zones rurales. Donc ça représente une augmentation pardon, dans les différentes classes, dans les différents niveaux, donc que ce soit en école primaire, au collège, dans les lycées généraux, dans les lycées professionnels, c'est la courbe du haut, ou dans l'enseignement supérieur. Et dans tous les cas, on voit que, là encore, depuis le début des années 2000, le nombre d'élèves par classe, en fait par enseignant, diminue du fait de l'investissement dans l'éducation de la Chine, ce qui est également une source de productivité évidente. Voilà, ça représente des augmentations de 28%, enfin des diminutions pardon, des effectifs de 28% au collège, 29% en lycée général, 10% en lycée professionnel et simplement une augmentation faible de 4% dans l'enseignement supérieur. Ce qui peut s'expliquer par le fait que de plus en plus d'étudiants chinois sont formés dans l'enseignement supérieur. C'est ce qu'on va voir par la suite. Voilà. Ici, c'est le nombre en fait, d'étudiants pour 100 000 personnes qui sont scolarisés donc, au lycée en bleu et dans l'enseignement supérieur. Et on voit que dans les deux cas, le nombre d'élèves par classe d'âge, enfin, comparé à la population générale, est de plus en plus important, ce qui indique évidemment une montée en gamme dans la formation des jeunes Chinois. Alors pour le lycée, on voit que cela diminue depuis les années 2010 en raison de l'évolution démographique de la Chine. C'est vrai aussi au collège, par contre, et en école primaire. Mais par contre, il y a eu beaucoup d'ouvertures de classes de maternelle, donc le nombre d'élèves de maternelle augmente considérablement aussi. Voilà. Donc ça représente, depuis 1990,
une augmentation de 112% dans les lycées et de 715% dans l'enseignement supérieur. Les taux de scolarisation, ils ont tous augmenté depuis 1978 pour approcher les 100%. Et voilà. Alors ici, nous avons le nombre, oui, c'est un point sur l'industrie, c'est plus difficile de trouver des statistiques détaillées sur l'industrie, et c'est dommage, par secteur, par branche, ce serait très intéressant à étudier, mais on a quand même des statistiques intéressantes, notamment donc ici le nombre de très grandes entreprises industrielles. Donc on voit que depuis 1998, c'est la courbe en bleu, ce nombre d'entreprises a tendance à augmenter, ou maintenant à se stabiliser, mais il a fortement augmenté. Et la deuxième courbe en rouge, c'est la production de biens industriels, donc là encore exprimé en unités de production, dans chaque branche et avec un indice de synthèse, et qui montre une très forte augmentation de cette production industrielle depuis 1998 en termes réels. Donc ça représente, cette production des biens industriels, une augmentation de 622% depuis 1998. Là encore, ça nous indique les gains de productivité très importants qui ont eu lieu en Chine dans le secteur industriel, qui bien sûr a tendance à tirer les autres. Alors bien sûr, il existe en Chine d'autres entreprises que les grandes entreprises industrielles. Il y a aussi des entreprises d'État qui sont souvent moins profitables. Il y a des petites entreprises, des petites et moyennes entreprises, il y a des entreprises à capitaux mixtes, et bien sûr aussi, de façon encore très importante, des entreprises étrangères, pour à peu près 20% des entreprises. Donc là, la statistique que je vous ai montrée concernait seulement les grandes entreprises industrielles privées. Alors voilà, en conclusion, on peut voir que avec ces statistiques réelles, qui sont certainement un legs, je pense, du marxisme, hein, parce que c'est l'interrogation sur les données réelles, je pense, vient en partie de là. On peut voir qu'il y a eu, de façon assez évidente par secteur, des très fortes hausses de productivité en Chine. Il faudrait bien entendu étudier cela plus en détail, de façon plus précise, de façon plus statistique. Mais bon, on a déjà des tendances qui apparaissent tout de suite. Alors, comment on peut expliquer ces hausses de productivité? Bien sûr, comme ça a été dit par le professeur Frolov, il y a un effet de rattrapage en Chine qui est évident. Je pense qu'il y a aussi d'autres causes. L'organisation par la planification qui se maintient de façon efficace en Chine. Une planification qui laisse sa place évidemment à l'initiative et au marché, mais qui est tout de même très présente. Un équilibre entre le poids de l'État et du marché, puisqu'on a vraiment une économie mixte, assez équilibrée entre les deux secteurs, ce qui a son importance notamment au niveau de l'emploi. Évidemment, les exportations, le fait que la Chine ait énormément développé ses exportations toutes ces années, et également, de façon plus récente, une politique monétaire active et pertinente pour ce qui est du programme de financement à l'économie réelle. On observe cependant un certain fléchissement de l'investissement, bon, à un niveau toujours élevé, mais depuis 10 ans, qui va de pair donc avec une politique monétaire qui semble un peu moins expansive, là encore, depuis 10 ans. Alors, mon sentiment, c'est que c'est aussi lié à l'expérimentation que mènent les autorités chinoises sur la politique monétaire, sur le fait qu'ils tournent de plus en plus leur modèle vers l'intérieur et ils essaient de substituer une politique monétaire finançant l'économie réelle, directement impulsée par la Banque centrale, à la place d'une économie essentiellement tournée vers les exportations. Donc, l'enjeu d'avenir pour la Chine, pour maintenir des gains de productivité élevés, qui sont avant tout le fait de l'organisation et du progrès technique, eh bien, c'est certainement peut-être d'accélérer ce programme de financement à l'économie réelle, plus encore qu'il ne l'est actuellement, et ce qui me semble possible de mon point de vue, puisque l'inflation demeure entièrement sous contrôle pour l'instant en Chine. Voilà, je vous remercie pour votre attention.